Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Adrien, comment tu vas ? Ça va et toi ? Au top, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Merci de m'accueillir. Ça change du squash. Ça change du squash. J'ai toujours pas gagné, mais ça va arriver. J'en ai fait un hier soir d'ailleurs. Ah ouais ? Tu m'as trahi. Exactement. Sans J'ai moi. failli t'envoyer un message. Je me suis fait défoncer d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que tu m'as pas envoyé un message. Peut-être. Alors, sans plus tarder, le but n'est pas de parler des squash, mais le but c'est vraiment de parler un peu de Web3, de crypto, de blockchain, ce qu'on fait sur Domino. Mais avant de commencer, je vais quand même te présenter pour que le public puisse te connaître un peu. Adrien, CFO de SmartChain, tu fais de la recherche dans le domaine de la blockchain. Tu as un background qui est un peu plus lié à de la finance de base et tu t'es retrouvé donc dans toute la partie blockchain depuis quelques années. Tu es aussi donc spécialisé dans les tokenomics, les théories de jeu, donc game theory en anglais, et surtout, tu es un des fondateurs de Erable et SmartNode. Donc tu vas nous en parler un peu plus. Déjà, parle-nous un peu de toi. Comment tu es arrivé dans le Web3 ? Quelles sont tes inspirations ? Pourquoi le Web3 ? Écoute, je suis arrivé dans le Web3 un peu par hasard. Moi, j'ai toujours fait de l'économie. J'étais très à l'aise en maths, en finance. Et j'étais un peu geek, un peu tech. Et en plus de ça, je m'intéressais un peu aux aspects de politique, gouvernance, les aspects de société. Les grandes questions, je me posais beaucoup de questions existentielles. Yeah. Et en fait, les trois choses, donc mathématiques, finance, technologie et questions existentielles, sont un peu matérialisées quand j'ai découvert le Bitcoin et la blockchain. Ok. Et c'est là où je me suis dit, bon, le domaine est fait pour moi. Ok. Il faut absolument que je m'y consacre du temps. Ouais. Bon, j'ai commencé par faire mon mémoire de fin d'études sur ça il y a déjà 7 ans. C'était quoi le sujet du mémoire ? Le sujet, c'était l'implémentation de stratégies blockchain dans des cas d'usage d'entreprises bancaires. Parce que j'étais Ok. en banque à l'époque. Ok. Et en fait, derrière ce mémoire, il y avait un vrai sujet sur est-ce que le Bitcoin peut devenir l'étalon or Ouais. monétaire dans la finance. Et ma réponse était, il en a probablement les caractéristiques pour essayer de concurrencer l'étalon dollar. Ok. Et d'ailleurs, cette réponse a été un peu critiquée et challengée par... parce qu'à l'époque, en 2016-2017, le Bitcoin était très peu connu et la stabilité du dollar était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Totalement. Mais finalement, quelques années après, ce sujet est de plus en plus d'actualité finalement. L'avenir te donne raison. Un petit peu. Un peu. En plus, il y a beaucoup de choses. Juste, donc, l'étalon or, c'est que, faut rappeler, l'or de base, surtout le dollar, nos monnaies étaient indexées sur l'or. Ça veut dire si on ramenait $1 à la Banque centrale américaine, la Banque centrale américaine devait être en capacité de nous donner un certain, je crois que c'est des onces d'or, je sais plus. $35. 35$ l'once, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc si on ramenait $35, on pouvait avoir une once d'or. Et ça a été arrêté dans les années 70, il me semble. C'est ça, en 71 et ça a été effectif en 74. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on est arrivé sur quelque chose où il n'y a plus d'indexation. Pour le commun des mortels, nous, on parle finance, je pense qu'on comprend pas mal. Pour la plupart qui sont peut-être plus tech ou autres, qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans l'économie ? Le fait de ne pas avoir, de ne pas être indexé. Alors, je vais simplifier au maximum le discours pour les économistes qui nous regardent. Ouais. Mais le principe, c'est la sécurité qu'offrait cette indexation. Ok. C'est le fait de pouvoir limiter la création de dollars, de monnaie, par rapport à quelque chose qui apparaît comme réel, tangible. Ok. Là, l'or était quelque chose de rare et précieux. Mhm. Il fallait de la force, du matériel, de l'argent pour l'extraire. Mhm. Donc, c'était une limite matérielle à l'inflation de la monnaie. Ok. Et donc on a supprimé cela pour plein de raisons diverses et variées. Et du coup, ce que ça a permis, c'est le fait que non seulement le dollar ne repose plus sur quelque chose de symbolique ou de pratique, que ce soit l'or, mais aussi en fait de laisser la liberté aux banques centrales des politiques monétaires et du coup de les rendre beaucoup plus politiques et beaucoup plus centrées sur les décisions court terme des politiques que les décisions rationnelles de j'ai tant d'or, donc du coup je peux étaler des politiques monétaires avec cette contrainte et cette limite. Je vois. Et donc la grosse conséquence pour moi, c'est que ça a rendu beaucoup plus politique
le choix de politique monétaire, parce qu'en fait, ça les a rendus beaucoup plus libres d'agir très très rapidement. Alors, on peut se dire que c'est une bonne chose d'agir rapidement sur des politiques monétaires, mais parfois de façon un peu disproportionnée. Ouais. Et là, on est en train de le voir Ah, aujourd'hui avec cette inflation qui est en train d'arriver, qui totalement. n'aurait jamais pu avoir lieu si jamais on avait continué à indexer le dollar par rapport à l'or ou par rapport à autre chose. Hein. L'or, c'était un des moyens les plus simples que l'on a trouvé, mais il y a d'autres façons d'avoir des indexations avec d'autres métaux précieux. Ça peut être aussi par rapport à la population, le nombre de personnes. Ça peut être aussi les besoins en termes de quantité de monnaie. Ça peut être de l'inflation qui est mesurée. Donc il y a plein de techniques. L'or n'est qu'une des techniques qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, il y en a finalement assez peu des techniques qui sont utilisées. Et c'est ce qu'ont pointé beaucoup des personnes qui ont travaillé sur Bitcoin, le fait de pouvoir offrir une alternative monétaire qui va challenger les politiques monétaires qui sont... en fait, l'inflation, c'est une forme de spoliation des personnes qui n'ont pas accès à la diffusion de l'inflation de ces politiques monétaires. Ok. On est allé super vite en vrai. De toute manière, je pense que le sujet nous passionne tous les deux. C'est bien pour ça qu'on va aussi dessus. Avant de rentrer dans ce sujet-là, on va revenir un peu sur toi. Donc, tu as fait ton mémoire sur cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton parcours par la suite? Alors, j'ai commencé à la Caisse des dépôts, consignation, D'accord. où j'ai fait mon stage de fin d'études. Et donc, j'étais dans l'équipe économie et direction des risques. Ok, très bien. On calculait les risques des diverses institutions financières, privées et publiques. Et finalement, j'ai passé plus de temps dans l'équipe blockchain qui venait de se monter de la Caisse des dépôts que dans l'équipe économique, parce que j'étais vraiment passionné par cela. Et donc, suite à ce stage, j'ai fini à Natixis, où il créait une nouvelle entité, où il a doté de moyens pour avancer dans des cas d'usage blockchain d'entreprise. Et donc moi, j'étais l'une des premières recrues de ces entités. Très bien. Qui avait déjà un an d'existence, mais qui venait de se renforcer en termes d'expertise et de personnes. Et l'objectif était de travailler sur des projets blockchain corporate dans ce qu'on appelait les consortiums bancaires. Donc c'était les fameux blockchain consortiums ou blockchain privés. Et donc c'était très formateur parce qu'on avait des échanges constants à l'international avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème bancaire. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les cas d'usage blockchain n'étaient pas les meilleurs cas d'usage blockchain bancaire, parce que la blockchain privée offrait juste moins de choses. C'était plutôt une optimisation de systèmes traditionnels que le fait d'avoir un changement de paradigme dans la façon dont on organise la confiance et la gouvernance. Je vois. Ok. Du coup, c'était ma question suivante sur comment tu es passé du monde financier à la blockchain. En fait, tu as juste fait le pont parfait en étant dans une boîte financière. Et de cette boîte financière, au final, tu t'es retrouvé en fait, à travailler pour des cas d'usage blockchain. Exactement. Sur cette partie-là, donc tu as travaillé Caisse des dépôts. Au bout d'un moment, est-ce que vous avez sorti un projet concret ou c'était juste vraiment de la veille, c'était de la compréhension de l'écosystème et c'était de la mise en place? Qu'est-ce que c'était? Alors, à la Caisse des dépôts, moi, j'étais pas dans l'équipe blockchain. Mais l'équipe blockchain, à l'époque, faisait beaucoup de POC, finançait l'écosystème. Il y avait beaucoup de cas d'usage autour de l'assurance à l'époque. Dont Fidzi, qui était l'assurance autour de l'avion, qui était faite par AXA, sur laquelle la Caisse avait beaucoup aidé et suivi ce POC. Mais à Natixis, il y avait non seulement des POC, mais aussi des projets qui étaient grandeur nature. Et donc, le projet le plus connu, c'est un projet autour de R3, que la plupart des personnes qui travaillent dans la partie écosystème bancaire corporate connaissent. Et donc, c'est beaucoup de trade finance. C'est beaucoup d'optimisation de comment des banques de différents pays peuvent échanger de la valeur et échanger des marchandises avec le moins de friction et d'intermédiaires possible. C'est ce type de cas d'usage sur lequel on travaille. Ok, très bien. Ensuite, tu as bossé sur ça. Tu as enchaîné directement avec Smartchain ou comment tu es arrivé chez Smartchain? Alors, j'ai rencontré à Natixis l'un de mes associés à Smartchain, qui s'appelle Jérémy, qui a un profil polytechnicien très mathématicien. Et donc, à cette époque, on a créé une forme de fonds d'investissement, Con Capital, qui est dans notre première boîte avec Jérémy. Et en fait, le business model était un peu compliqué, c'est qu'on ne voulait pas faire la custody des fonds. On ne voulait pas détenir nous-mêmes la crypto des clients. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait un portefeuille avec eux, ou un wallet qu'on appelle un cold wallet qui est sécurisé, ou un wallet d'exchange. Donc, on les aidait à ouvrir ce wallet et on leur créait un portefeuille diversifié. Par exemple, toi, tu as 20 000 euros, 50 000 euros. Et en fait, on leur disait, sur ces 50 000 euros, nous, ce qu'on te conseille, c'est de prendre 20% d'Ether, 30% de Bitcoin, 10% de Binance Coin. Et donc, ils achetaient eux-mêmes cette
crypto, ils les laissaient sur leur portefeuille. Du coup, vous étiez plus conseiller financier, hein. On était plutôt broker, Broker, où ok. en fait c'est la formation et du conseil sur le fait d'aider à acheter la crypto. Ok. Mais on avait un vrai rôle de conseil financier. Alors, Ouais. à l'époque, il n'y avait pas Ouais. pas la loi Pacte, il n'y avait pas ces enjeux de Toutes ces conseil financier. réglementations, ouais. Donc c'était vraiment du conseil et on vendait du conseil, de la prestation de service pour accompagner l'achat de crypto. Ok. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on vendait une forme de newsletter Mhm. tous les mois de réactualisation de portefeuille. Ok, très bien. Donc chaque mois, vous disiez, voilà, le portefeuille type, c'est ça. Mm. Là, en fonction de la conjoncture du marché, en fonction de où est-ce qu'on en est, Oui. le portefeuille type, Mm. vaut mieux vendre un peu les Ethers pour se placer C'est un ça. peu plus sur du Binance ou sur ainsi de suite. Ok, Exactement. top, c'est ultra clair. Et donc ça, il y avait un problème, Ouais. c'est qu'on prenait 5% sur l'achat et on vendait 1000 euros tous les 6 mois la newsletter. Mhm. Le problème, c'est que c'était l'époque fin 2017. Ok, fin 2017, ok. Et donc, c'était l'époque où le Bitcoin a fait x10, où l'Ether a fait x100. Mhm. Et donc, nous, on prenait 5% de 10 000 euros, donc 500 euros. Mhm. Mais nos clients, ils prenaient 10 000, 100 000, 500 000 euros de bénéfices. Mhm. Donc, en fait, on n'a pas aligné les performances de nos portefeuilles Hmm. avec les performances de nos clients. Du coup, ma question c'est, vous preniez directement 500 euros, par exemple, ils mettaient en stablecoin et vous prenez simplement 500 euros, ou est-ce que vous-même, vous suivez un peu ce que est-ce que vous étiez qu'on appelle ça, le cordonnier mal chaussé, ou est-ce que vous-même vous suivez votre stratégie que vous donniez à vos clients? Nous-mêmes, on avait un portefeuille en perso. Mhm. Et c'est suite à ces bons résultats de portefeuille qu'on avait actualisé ces techniques. Et en fait, on faisait des stratégies assez simples. Parce qu'en fait, on essayait de couvrir au maximum la volatilité Mhm. et de prendre des cryptos qui étaient le moins corrélés entre elles et des bons fondamentaux. C'était à peu près ça la stratégie financière, donc très simple. Une partie de la rémunération des clients, qui était en fait la taxe à l'entrée, qu'on prenait, C'est ça. nous-mêmes on l'investissait en crypto. Voilà, ok. Mais au final, si vous investissiez cette partie en crypto, techniquement, ça aurait dû monter à peu près au même niveau que vos clients. Alors, en crypto, Jérémy et moi, on a fait de l'argent Mhm. en perso. Par contre, le business model de l'entreprise Mhm. était pas super sustainable Ouais. parce qu'en fait, on acceptait des clients le minimum était 1000 euros Mhm. d'investissement. Ouais. En fait, ces clients-là nous appelaient tous les 3 jours pour demander des conseils. On avait beaucoup de demandes pour gérer en plus des petits portefeuilles, donc on aurait dû être beaucoup plus premium Ouais. en termes de marché. Non, mais je connais ça. Avant, j'étais conseiller en gestion de patrimoine avant. Et c'est toujours les plus petits clients Toujours. qui nous appellent le plus. Bon, d'un côté, en général, les plus grands clients n'ont pas énormément de temps. Ouais. Mais surtout, ils comprennent la confiance. Et c'est un métier de confiance où, en fonction de la confiance qu'ils te donnent, c'est à ce moment-là où tu vas te dire, ok, et tu vas pouvoir faire les choses. Mais souvent, c'est ceux qui rapportent le moins. Après, il y a aussi la loi de Pareto, hein. C'est 20% de ceux qui... 20% des problèmes... Non, c'est plutôt 80% des problèmes. C'est en général des personnes qui te rapportent que 20% de ton business. Exactement. Alors que l'inverse, c'est les personnes qui te rapportent le principal de ton business. Au final, eux, ils te rapportent que très peu de problématiques. Donc, ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Exit, fermé, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, donc, on a créé ça en 2017. Ok. Et en fait, on a compris à partir du moment où en 2018, le marché se retournait. Mhm. Là, on s'est dit, on va avoir quelques années qui vont être compliquées parce que le marché est monté beaucoup trop vite. Mhm. Donc là, il va descendre rapidement et pendant 3 à 4 ans, il ne va rien se passer. Bon, finalement, ça a été moins long que prévu, mais on n'est quand même pas trop C'était tort. 3 ans, ou un peu moins de 2 3 ans. ans, 2 ans et demi après Ouais. la DeFi, la finance centralisée est venue. Ouais. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de prendre des clients, on a continué à traiter les clients existants. Mhm. Et en fait, on a arrêté la boîte. Ok. On a fait un peu de formation par-ci par-là pour rester dans l'écosystème. Mhm. Et après, Jérémy a continué, mon associé, à traiter ses cryptos de son côté. Ok. Et moi, je faisais un peu de crypto de mon côté. Je restais un peu ouvert à l'écosystème. Mais j'ai trouvé un job à côté où je pilotais l'innovation financière dans une banque, encore une fois. Ok. Donc, retour à la banque. Retour à la banque. Ok. Et t'as fait combien de temps à la banque? 1 an. 1 an. Et c'est là où arrive la fameuse aventure Smart Chain. Exactement. Raconte-nous un peu comment ça s'est créé, comment est-ce que ils sont venus te chercher, comment ça s'est passé? Alors, je continuais à rencontrer des gens de l'écosystème Mhm. et on sentait que l'écosystème commençait à revibrer un petit peu, des nouvelles personnes arrivaient,
les premiers cas d'usage commençaient à sortir. Hmm. En fait, on avait très très peu de cas d'usage en 2017. Ouais, totalement. C'était beaucoup. Bah, c'était la période ICO. C'était la période ICO. Donc c'est je lève de l'argent sur un projet, sur un business plan. Et ça, c'est le rêve de, je pense, tout jeune qui vient de sortir d'école de commerce. Il a appris à faire des business plans, il est calé, il arrive sur le marché, il peut mettre ça en pratique et il lève de l'argent grâce à ça. Mais maintenant, Exactement. les résultats, en 2019, 2020, c'est là? C'est ça, 2019-2020. Ouais. Donc, moi, j'avais rencontré plusieurs personnes qui sont devenues des amis dans l'écosystème, avec qui je me suis dit, je veux créer des business avec eux, je veux faire quelque chose avec eux. Mon associé de l'époque sur Coin Capital, Jérémy, qui pareil continuait à faire un peu de crypto dans son coin, Mhm. mais sur lequel on voulait avancer. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est dès qu'on trouve un client sur lequel ça fait sens de faire quelque chose, et ben on rouvre une boîte et on se replonge dans cet écosystème passionnant. Parce que c'est Totalement. vraiment ça qui nous drive. Ouais, ouais. Et donc le positionnement qu'on s'est dit, c'est on n'a pas trop d'idées, on en a plein. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du conseil et du développement technique dans l'écosystème. Ok. Donc c'est comme ça que Smart Chain est né. Et on a signé un client début 2020, sur lequel c'était un gros contrat. Pour nous, c'était quelques centaines de milliers d'euros de conseil et développement. Ok. Donc là, on s'est dit, OK, il faut absolument qu'on réouvre quelque chose. Mhm. Et c'est là que Smart Chain est né. Ok, très bien. Smart Chain. Et c'est quoi la mission de Smart Chain? Alors la mission de Smart Chain, c'était, au début et à la création, Ouais. c'était d'aider les projets de nos clients à avoir lieu. Ok, Donc, très de bien. fournir l'expertise technique, l'expertise financière, l'expertise de business model et aussi l'expertise de marché, Mhm. qui était quand même très rare à l'époque, Mhm. à nos clients qui venaient plutôt du monde traditionnel et qui voulaient s'ouvrir à un nouvel écosystème et des opportunités. Je vois. Et donc la mission, c'était bien les accompagner de façon 360. Ok. Et aujourd'hui, la mission, du coup? Alors la mission a un petit peu évolué, c'est Ok. qu'aujourd'hui, on est devenu un positionnement qui est très agent stratégique, Mhm. avec un positionnement qui est CTO as a service. Très bien. Donc on est une soixantaine de personnes et sur les 60 personnes, il y a 80% de développeurs. Et en fait, on externalise le développement auprès de Smart Chain quand on n'a pas d'équipe de développement ou que c'est trop cher ou trop compliqué de staffer au début Ok. une équipe en interne. Ok. Donc, externalisation de CTO Exactement. donc, pour les boîtes. Ok. Très bien. Et aujourd'hui, ça marche comment? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que ça. Comment, vu que là, actuellement. Moi, j'aime bien cette partie actuellement du marché où c'est un peu plus calme, où on peut réellement construire des choses sur des bonnes bases. Vous, comment tu le vis? Comment Smart Chain le vit? Alors, nous, on a la chance, c'est que comme on fait du développement technique, Mhm. nos clients, c'est plutôt des clients qui ont des missions de 6 mois, 1 an. Mhm. Donc, on a toujours ce décalage par rapport au marché. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite impacté. Et nous, on est une entreprise où tous les mois, on est censé gagner de l'argent Mhm. parce qu'on vend de la prestation de service. Bien sûr. Donc, du coup, le business model, il est rentable de notre côté, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est plutôt le total des clients et l'argent qu'ils ont à dépenser auprès de partenaires technologiques Mhm. qui fluctue en fonction du marché. Oui, C'est évident qu'en 2021, en plein milieu de la bulle DeFi, c'est ça. les développeurs étaient très très challenging, c'était très cher, il y avait beaucoup d'argent qui allait sur le marché, donc en fait c'était très facile d'être extrêmement staffé en tant qu'agence de conseil et de développement. Mhm. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, Mhm. après il y a toujours besoin de développement, il y a toujours beaucoup plus de besoin de développement que d'offres de développement en France et en Europe de façon quali, Mhm. et donc on n'est pas extrêmement impacté par le marché, même si on sent que le marché est beaucoup plus calme qu'il y a un an, il est beaucoup plus raisonnable, en fait, c'est ça le mot, ce qui est plutôt sain. Mais le marché est en train de repartir parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels, de corporates qui sont en train de lancer des projets intéressants. Et moi, j'ai vu des projets qui étaient des projets PowerPoint qui venaient de corporate en 2018. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. On bossait beaucoup plus avec des startups de l'écosystème et des fondations blockchain avec Smart Chain, Mhm. parce que c'était des vrais projets DeFi qui avaient du sens. Ouais. Là, on sent que les institutionnels, les marques, les retailers, les corporates lancent des projets qui deviennent sexy, intéressants, ambitieux. Ouais. Bah, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Ouais. Il y a aussi une maturation des cas d'usage de l'écosystème. Totalement. Et donc là, peut-être que je ne vais pas parler de bull run parce qu'en fait le prix n'est pas très important, mais Mhm. on va dire que la traction autour de Web3 va peut-être revenir en 2024 Mhm. parce qu'on aura compris que c'est une brique qui est essentielle, qui met du temps à arriver à se développer, à arriver à Mhm. maturité. Totalement. Mais c'est une brique de fond qui va Ouais. impacter pour longtemps la façon dont on va interagir. Ok, très bien. Je garde 2024, mais avant, on va aussi parler de Erable Mhm. et SmartNode. Exactement. C'est quoi leur mission? C'est quoi Erable? C'est quoi SmartNode? Parce que surtout Erable, moi je connais très bien. Oui. C'est une mission qui est super belle. Mhm. Dis-moi en plus. Alors, je pense que la team préfère Irable, Irable, dans ok. le sens où c'est Era-able, Ok. une nouvelle ère.
Ok, Mais bon, d'accord. ce qui est marrant, c'est que le clin d'œil de érable en français Ouais, moi j'aime beaucoup. est intéressant. Excellent. Moi, je le vois plus comme érable, Mm. mais irébol, ok, très bien. Il y a divers sous d'inspiration. Il y a le petit côté érable séquoia, Ouais, parce qu'il y a totalement. une partie investissement Mhm. dans Irable. Et c'est un mot, c'est une de nos salariés anglophones qui a trouvé Irable. Mhm. Elle ne savait pas du tout que érable, ce que ça voulait dire en français, donc Ouais, on ouais. a trouvé que le parallèle était intéressant. Ouais. Donc nous, on est un peu des entrepreneurs dans l'âme Mm. avec SmartChain. Et donc quand on a créé SmartChain, on accompagnait nos clients, mais on avait souvent des idées aussi. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne se refuse pas de faire nous-mêmes notre propre intrapreneuriat et expérience, si Mhm. tu veux, et nos propres idées. Totalement. Et donc on a commencé par créer SmartNode. SmartNode qui est une boîte de nœuds validateurs sur blockchain. Ok. Donc en fait, le principe, c'est pour participer à la gouvernance des projets en proof of stake, Mhm. preuve d'enjeu, il faut avoir des nœuds validateurs sur lesquels toi, en tant que particulier, tu peux déléguer. Mhm. Donc le plus connu, c'est évidemment Ethereum, Tezos, Cardano, Avalanche, Algorand. Mhm. Donc nous, on a voulu participer à la gouvernance de ces blockchains. Donc on a créé une petite structure qui était plutôt en interne pour stacker notre propre crypto Mhm. sur les nœuds validateurs des différents protocoles qu'on appréciait. Donc c'est comme ça que SmartNode est né. Ok, très bien. Et SmartNode n'a pas eu vocation à en faire une boîte rentable, très connue en B2C. Mhm. C'était juste pour nous, pour stacker notre crypto et participer à la gouvernance. Mais finalement, certaines personnes et des fondations avec lesquelles on a des partenariats ont commencé à staker. Mm. Et donc on a eu rapidement pas mal de crypto sur quelques nœuds. Ok, Et c'est devenu intéressant. ok, stop. Et Irable, Irébol, voilà. donc, pour t'en parler, qui était un projet sur Cardano, Ouais. Cardashift. Mhm. On l'a ensuite rechangé pour aller sur Polygon. Mhm. C'est un projet qui visait à faire deux choses, à concilier le Web3 et l'impact, dont l'impact environnemental, parce qu'on avait beaucoup de personnes en interne qui étaient très sensibles à ces sujets, Mhm. et qu'on était très déçus de la façon dont c'était traité. C'était souvent des techs qui avaient des idées tech pour résoudre ces problématiques. Mm. Donc là, ce que le projet fait, c'est il vient créer des nouvelles opportunités de projets Mhm. pour des projets qui sont des projets qui viennent de l'écosystème traditionnel et sur lequel la blockchain vient résoudre quelque chose. Donc, Ok. ou sur le financement, ou sur la partie incentive de participation citoyenne. Ok, Donc c'est sur ces deux points-là que Irable agit. ok, parfait. Du coup, on va passer à notre partie 2, qui est le sujet de l'épisode. À tout de suite. On est de retour. Et du coup, on a abordé pas mal de sujets. Donc, plein de points sur ton parcours, l'industrie dans laquelle tu es. Maintenant, je pense qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui est les tokenomics. Un mot un peu barbare, un mot un peu nouveau pour certains. Très simple. Token, économie, l'économie des tokens. Assez simple en soi. Mais bon, quand on l'entend pour la première fois, on se dit c'est un truc de fou. Et tu es expert donc en tokenomics. Du coup, j'aimerais qu'en tant qu'expert, tu puisses nous définir un peu qu'est-ce que c'est que la tokenomie et pourquoi c'est important. Alors, expert en tokenomics, merci du compliment, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est être expert en tokenomics parce que j'ai l'impression tous les jours de voir des nouvelles choses Ouais. sur les tokenomics et d'apprendre constamment. Et donc finalement, l'expertise en tokenomics, c'est tellement nouveau Mm. comme science, parce que pour moi c'est une science, que c'est très très compliqué d'avoir des personnes qui peuvent se considérer comme experts. Mhm. Surtout que dans les tokenomics, c'est pas une science qui est lisse. Ça demande parfois des compétences qui sont très diverses. Donc je vais un peu expliquer ce que c'est la tokenomics, mais Ouais. c'est quelque chose qui est très nouveau et c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'en fait ça fait appel à plusieurs compétences. Ok. Donc la tokenomics, ouais, Du coup, les gens ont raison de se dire souvent c'est trop compliqué, j'abandonne. bah, le définir c'est compliqué, Ok, mais après les analyser ça peut être très simple. ok, très bien. Donc si je devais dire ma définition de la tokenomics, Mhm. c'est finalement essayer de construire un business model dans le Web3 où le token est au centre de cet écosystème et ses règles, sa façon d'être incentivé, sa façon de récompenser son inflation, Mhm. en fait vient se contracter dans un modèle. Mm. Et ce modèle économique, ce business model du token, c'est sa tokenomics. Mhm. Et donc au-delà d'avoir un business model, il y a aussi c'est quelle personne au sein de l'écosystème qu'on veut récompenser, à quelle échéance, Mhm. c'est quel comportement qui récompense, et après toutes les attaques qu'on peut avoir sur une tokenomics. Mhm. Donc si par exemple, je sais pas moi, on fait une application de course à pied et qu'on récompense à chaque kilomètre, Ouais. est-ce qu'on peut pas simuler la course à pied en allant en vélo et en prenant plein de récompenses? Donc tu vois, c'est tous les pièges que la tokenomics doit essayer de penser à comment on peut attaquer le modèle et s'en protéger. Mhm. Donc Ok. ça fait partie de ça, cette science. De la Ok. tokenomics.
Donc, c'est une science de l'utilisation et du côté pratique du token. C'est ça. Moi, je dis souvent que la blockchain, c'est une banque centrale à deux services. Ok. En fait, c'est une banque centrale, finalement, avec des politiques monétaires, avec des règles, une gouvernance et des stratégies. Ok. Et ben, la tokenomics, c'est un petit peu l'application, la politique monétaire, non pas au niveau de la blockchain, de la coût d'infrastructure, mais des projets. Mhm. Parce que, alors, on peut aussi avoir une tokenomics pour les blockchains et les infrastructures, mais généralement, quand on parle de tokenomics, c'est plutôt les projets, les tokens. Et donc, la tokenomics, c'est la façon de créer des stratégies pour que son écosystème soit valorisé, et que son token soit utile, stable, et que son prix, parce que c'est quand même un point très important dans la tokenomics, vienne se confronter à tant une réalité de marché, avec des personnes qui veulent acheter bas, vendre vite, prendre des bénéfices, et l'utilisation de ces tokens, qui sont par exemple des utilities qui doivent servir dans un écosystème. Ouais. Mais la KPI principale en règle générale pour quelqu'un dans le monde de la blockchain, c'est les cryptos. Aujourd'hui, d'un œil extérieur, on va oublier le fait que nous, on travaille dedans. Moi, je vais prendre la responsabilité d'être quelqu'un un peu un noob. Un nouveau, quelqu'un qui veut rentrer dans ce milieu-là. De l'extérieur, la chose que je vois, c'est que si j'achète ce token-là, il va prendre de la valeur. Ou je l'ai acheté lorsqu'il avait pris de la valeur parce que j'ai voulu faire comme tout le monde au moment où le Bitcoin montait et il retombe. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que c'est différent entre un Bitcoin et un Ethereum, toutes ces choses-là, les gens sont perdus un peu dedans. Je comprends. D'ailleurs, la tokenomics du Bitcoin, c'est peut-être la plus simple et en même temps la plus compliquée à appréhender. Ok. C'est-à-dire elle est extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Sa seule stratégie, c'est d'avoir une diffusion de son inflation qui est divisée par deux tous les 4 ans, Mhm. et d'avoir une protection des personnes qui protègent la blockchain et qui valident la blockchain, que sont les mineurs, qui sont récompensés en obtenant des bitcoins, que ce soit les frais de transaction et les bitcoins qui sont produits par les blocs. Ok. On s'arrête 3 secondes sur un truc. C'est. Ou sinon, tu peux le définir, mais c'est sur cette partie. On parle de halving, Oui. que je définirais donc, dans les Snack Podcasts, mais c'est chaque 4 ans, et souvent, les Ostradamus, ceux qui, qui font des prédictions sur ouais, le Bitcoin, il va revenir à 150K ou à si, se basent beaucoup sur cette notion de halving. Déjà, un halving, c'est chaque 4 ans, la récompense qui est donnée pour le fait de sécuriser le réseau Bitcoin est réduite de moitié. Qu'est-ce que ça a comme impact réel? L'impact, il est évident, il est très simple à comprendre. Comme on diminue par deux les bitcoins qui sont distribués à chaque bloc, forcément, on va le rendre de plus en plus rare dans son obtention. Et donc, il y a une conséquence qui est directe, c'est qu'avec la même demande en bitcoin et les mêmes prix de l'électricité avec la même puissance de réseau, et ben on arrive à du coup un bitcoin qui, pour compenser les coûts, va forcément augmenter en valeur. Donc ça, c'est la théorie et c'est assez simple à comprendre. Loi de l'offre et la demande. L'offre et la demande. Du coup, il y a une offre qui se raréfie, donc qui se réduit de moitié. Et ensuite, il y a la demande qui, elle, explose ou reste la même. Mais à partir du moment où l'offre déjà réduit de moitié, forcément, la demande crée une pression un peu plus. Et après, il y a différents mécanismes où on part du principe que c'est anticipé dans le marché. En fait, ça commence à monter 6 mois avant et le halving, le jour même, ça commence à baisser parce que le marché l'a anticipé. Ou on considère que le marché est immature et en fait, c'est post-événement qu'on sent l'augmentation. Donc c'est les deux effets. Bon, c'est plutôt la première qui a eu lieu dans l'histoire, mais la deuxième récemment aussi. Donc voilà, on ne sait pas tellement anticiper ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que ça a un effet sur le prix qui est indéniable. Ok. Et du coup, le tokenomics, c'est le fait d'anticiper tous ces comportements humains, tous ces comportements liés à la blockchain et de proposer quelque chose qui va faire que quoi? C'est quoi l'objectif du tokenomics? Est-ce que l'objectif, c'est que mon token puisse faire le plus grand gain possible? Est-ce que mon objectif, au contraire, c'est plutôt de faire en sorte que le token soit plutôt monte de manière plutôt progressive? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on y voit dedans? Alors, à titre personnel, moi je considère que la tokenomics, c'est un moyen où on a une stratégie à la base qui est portée par un client, une personne ou une entreprise, et qu'on doit mettre des politiques, des stratégies
au service d'un but, d'un moyen. Et donc, en fait, la tokenomics de Bitcoin, pour moi, elle s'écarte un petit peu de cela, parce que le but, c'est pas de prédire les cours du Bitcoin, c'est pas de prédire le cours d'un token, c'est plutôt de voir les types de comportements que peuvent avoir au niveau macro les utilisateurs, Ok. et voir si les objectifs et les buts du projet sont alignés avec les stratégies qu'on a mis en place. Ok. Donc, en fait, c'est à court terme, l'utilité du token soit respectée, et à long terme, que l'incentive global soit cohérent. Ok. Et surtout, et ça c'est le plus important, d'essayer de lier les destins. D'essayer de faire en sorte que si le projet réussisse, bah, ça se reflète dans le prix. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre, mais généralement assez compliqué à faire de façon harmonieuse. Ouais. Bah, on le voit souvent, il y a des projets qui peuvent prendre. Parce que dans la blockchain, bon, il y a cet aspect où, effectivement, vu que le marché est petit, forcément, à chaque fois qu'il va y avoir un effet, ça va prendre. Et vu que la capitalisation, elle est basse, il suffit que je vienne avec 1 million pour faire un peu augmenter tout ce qui est les tokens ou la valeur qui est en circulation sur le marché. Oui. Donc, sur cette partie-là, de l'extérieur, nous, on voit que des tokens qui font... On se dit, mais est-ce que c'est assez cohérent? Est-ce que, lorsque le token il fait x10, est-ce que réellement le projet apporte réellement x10 en termes de nouveautés dans le monde? Alors, c'est une bonne question. Ce qui est intéressant avec la blockchain et le Web3, et surtout ce que a amené la finance décentralisée, c'est cette liquidité sur le token, qui généralement est sur des pools de liquidité, donc Uniswap, le cas d'usage assez classique, qui est pour moi le premier et l'un des plus puissants cas d'usage qu'apporte la blockchain. C'est ce principe même que tout le monde peut avoir un rôle de trader, acheter et vendre des tokens de façon décentralisée, mais aussi un rôle d'apporteur de liquidité, et être rémunéré pour. Ok. Il y a du risque, mais il y a du rendement. Ok. Et ce rôle-là, qui est ce qu'on appelle market maker, par exemple, dans la finance traditionnelle, le fait de l'offrir à des particuliers de façon très simple et de façon transparente, c'est déjà une première avancée, un premier cas d'usage très fort qu'a amené le Web3. Ok. Donc le fait d'avoir du coup de la liquidité sur les tokens, ça a deux objectifs qui sont deux avantages. Un, ça réduit un peu la volatilité, parce que plus il y a de liquidité disponible, moins l'impact sur le prix va être fort. Ok. Ça, c'est facile à comprendre. Ouais, ouais. Et le deuxième avantage, c'est que lorsqu'il y a un impact sur le prix, et c'est normal, comme il y a de la liquidité qui est disponible, on va pouvoir voir l'impact qu'aura un flux financier, une annonce ou n'importe quel, on va dire, événement de l'écosystème que peut avoir créé la tokenomics, donc une stratégie, sur le prix. Parce que comme il y a de la liquidité, comme il y a un prix, une cotation, ce qu'il n'y avait pas lorsqu'il n'y avait pas des Uniswap, ou que les exchanges proposaient de la cotation sur des paires qui étaient le top 10 ou le top 100 sur CoinMarketCap, mais pas sur le petit token. Donc là, comme tous les tokens sont listés très rapidement, on a rapidement un impact de ce que exerce le marché sur le prix. Ouais, mais du coup, on a baissé la barrière d'entrée Oui. à ce que les gens puissent rentrer sur le marché. Oui. Mais c'est les gens, en règle générale, si tout le monde n'est pas sur ce marché, c'est que les gens ont déjà besoin de comprendre. Même si là, on va essayer de faire quelque chose et de parler de ce sujet-là, mais je suis sûr qu'il y a déjà des dizaines de personnes qui se disent, mais là, je suis déjà perdu, alors qu'on n'en est qu'à la moitié. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Par exemple, dans votre cas, dans la première boîte que tu as créée, lorsque vous accompagnez ces personnes qui plaçaient de l'argent, est-ce que vous leur expliquez les tokenomics? Est-ce que c'était lié plutôt à une étude des tokenomics qui faisait que, au final, ces personnes-là étaient... on leur expliquait le tokenomics pour pouvoir investir, ou c'était par rapport à quoi? Alors, c'est une très bonne question. Nous, lorsqu'on faisait les portefeuilles, on avait une règle qui était très simple, c'est qu'il doit y avoir un exchange qui a beaucoup de liquidités et qui est très connu. À l'époque, c'était Binance parce qu'il s'est créé T3 2017. Donc, il commençait à être possible pour nos utilisateurs. Avant, Binance n'existait pas. Donc, c'était un Bitstamp, etc. Il doit y avoir une cotation de ce token sur un des gros exchanges du moment. Parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un prix. Maintenant qu'il y a la DeFi, on peut avoir un prix de cotation sans être listé sur un exchange de taille intermédiaire ou importante, parce que la DeFi donne un prix. Donc ça vient en fait s'absoudre d'une contrainte et rendre beaucoup plus accessible la cotation et le listing, et du coup avoir un prix pour beaucoup de projets qui sont des petits projets qui ne veulent pas payer un exchange. Donc ça, c'est les avantages de la DeFi.
ça a deux inconvénients quand même, et c'est à raison de les pointer. Un, l'accès à la finance décentralisée est encore un peu plus compliqué, même si la barrière commence à se réduire, ça devient de plus en plus simple. Ok. Et le volume représente plus aujourd'hui sur un Uniswap que sur un Coinbase. Ok. Donc il faut bien se rendre compte que la finance décentralisée a déjà gagné Ouais, ce combat. totalement. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est peut-être ça le désavantage, c'est que comme il y a un peu de liquidité, mais finalement il n'y en a pas énormément, c'est juste un petit fonds de liquidité qu'offrent ces pools de liquidité. Et comme beaucoup de projets ne soignent pas cette liquidité et les stratégies, à court terme, il y a beaucoup de projets ou qui sont artificiels en termes de cotation, de listing et de prix, donc qui mettent des stratégies un peu artificielles, qui dépensent de l'argent pour ça, ou sur lequel le token, comme il n'y a pas beaucoup de cas d'usage, baisse beaucoup en valeur à court terme et à moyen long terme reprend la valeur lorsque le projet est sérieux. Donc ça, c'est les deux inconvénients, c'est que comme c'est tout de suite liquide, mais comme on est un écosystème qui est très immature, tant sur la fourniture de liquidité et le market making que les cas d'usage du token, et ben ça fait qu'à court terme, 90% des tokens perdent de la valeur, ils sont moins hauts que leur prix de listing dans les 6 mois du projet. Ok. Donc c'est aussi les inconvénients. Du coup, c'est le moment d'investir dedans. Ça peut être un moment, ça peut être le moment d'investir dedans. Ok. Après, le bon moment, quand est-ce qu'il est au plus bas et quand est-ce que l'équipe va faire des choses intéressantes et si on a confiance dans l'équipe à moyen long terme. Et est-ce que la confiance qu'on a dans l'équipe et le fait que le projet va avoir de la valeur, est-ce que ça va faire monter le token quand même? Parce qu'en fait, on a ce paradoxe. C'est que généralement, la plupart des équipes blockchain se financent en continu en vendant petit à petit le token de leur écosystème pour avoir de l'argent. Totalement. Et donc, elles le vendent finalement à leur communauté. Ouais. Donc, en fait, elles sont un peu contre leur communauté en termes d'offres et demande. Alors, explique ça un peu plus en détail. C'est simple, c'est qu'on prend un projet qui a levé, je sais pas, 10 millions d'euros. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'il travaille, il reste 5 millions d'euros. Et ce projet a une politique qui dit, lorsque j'ai 5 millions d'euros, je vends 2 millions de tokens pour arriver à 7, pour m'offrir encore 2 ans de renouée, de vie. Ouais, très bien. Assez classique. Généralement, ce qu'ils vendent, ou ils font une levée de fonds en equity, et dans ce cas-là, les investisseurs demandent à ce qu'il y ait du rendement futur, à ce que la boîte se valorise. Donc une partie des bénéfices, du revenu ou de la valeur du projet doit se refléter dans la boîte. Ou alors ils se financent en token. Et dans ce cas-là, une partie des tokens qu'ils avaient en tant qu'équipe ou dans leur DAO ou en réserve, ils le vendent sur le marché. Et dans ce cas-là, le prix est impacté par cette vente. Bien sûr. Et donc il y a toujours, c'est ça ce qui est très compliqué à comprendre, à expliquer et à faire, c'est qu'est-ce qui va pour la boîte en equity, qu'est-ce qui va pour le token en valeur, et comment faire en sorte d'assurer une pérennité en termes de financement, parce qu'il y a très peu de business models Web3 qui sont viables aujourd'hui. Comment on a un business model qui est stable, serein, on va dire dans le temps, qui est dans la duralité, tout en n'impactant pas trop les utilisateurs et la communauté qui possèdent ce token et qui ne veulent pas se faire dump par l'équipe. Okay. C'est ça les différentes contraintes sur lesquelles l'utilisateur n'a pas forcément conscience. Ouais. Que lorsque l'équipe annonce avoir renfloué sa trésorerie, et quand ce n'est pas avec une levée de fonds, c'est généralement en vendant du token à la communauté. Ok, du coup on amène beaucoup plus d'offres sur le marché. Oui. Et du coup, loi de l'offre et la demande toujours, forcément les utilisateurs se retrouvent avec une offre donc un peu plus présente sur le marché et du coup une valeur qui baisse parce que l'offre est beaucoup plus présente. Ok. Est-ce que aujourd'hui, je pense que oui, mais tu vas me dire un pourquoi, un projet Web3 peut être un bon projet, mais avoir un tokenomics pourri, ou vice versa? Oui, ça, je dirais même que c'est très souvent le cas. Ok. C'est qu'à titre personnel, aujourd'hui, je suis assez peu satisfait du type de tokenomics qu'on peut proposer en tant qu'écosystème. Parce que la valeur entre, j'en parlais, entre ce qui est dans l'equity et ce qui est dans le token n'est pas toujours très claire, n'est pas toujours très transparente. Et ça, je dirais que c'est les porteurs de projets eux-mêmes qui en jouent, tant pour des raisons réglementaires, parfois, que parce qu'ils ne comprennent pas l'un et l'autre. Ou parce qu'ils valorisent plutôt l'equity et le marché traditionnel, et le token est plutôt une excuse d'écosystème, et donc est un peu délaissé. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'immaturité sur ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de cas d'usage. C'est-à-dire que les cas d'usage qu'on peut faire aujourd'hui
sur les utilisations du token, sur les utilisations des tokenomics sont encore très faibles. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais c'est encore très faible et très insatisfaisant. Et le dernier point, c'est aussi une immaturité des porteurs de tokens. Moi, je connais beaucoup de porteurs de tokens, et je connais très peu de porteurs de tokens qui utilisent vraiment le token comme les porteurs du projet l'ont designé. Tant sur la gouvernance et sur les votes, où l'application est pas très forte, que sur la partie utilitaire. Mais après, sur cette partie-là, je vais me faire l'avocat du diable, mais aujourd'hui, moi personnellement, tu me connais, moi je suis très matrixé sur l'expérience, mais aujourd'hui, on nous dit que c'est possible de voter, mais l'expérience n'est pas créée de sorte à ce que j'ai envie de voter, ou même, en fait, que la manière de voter vienne à moi. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le monde, aujourd'hui, nous est offert sur un plateau. Tout est fait pour qu'on ait le moins d'efforts possible. Aujourd'hui, dès qu'une start-up sort, c'est encore pour réduire l'effort qu'on a à faire. Ah, vous êtes fatigué de vous lever pour attraper la télécommande à l'autre bout de votre canapé. Voilà, je vous ai sorti une tige que vous pouvez prendre pour... Et c'est aujourd'hui ça le style de boîte, là je caricature vraiment. Mais aujourd'hui, un peu, toutes les boîtes sortent pour réduire l'effort que les gens ont à faire. Mais sauf que dans le monde du Web3, vu qu'on redonne le droit à quelqu'un, on redonne la gouvernance aux gens et on redonne la responsabilité aux gens, est-ce que les gens sont prêts à reprendre de la responsabilité ? On va dire que il y a plusieurs catégories d'investisseurs et la plupart des investisseurs, le prix est l'un des éléments les plus importants. Surtout les investisseurs particuliers qui viennent faire des coups dans le Web3. Et ces investisseurs-là, en fait, ne servent pas eux-mêmes la cause qu'ils chérissent, parce que s'ils veulent faire vraiment monter la valeur du token, le fait de participer à sa gouvernance, en fait, ça fait partie d'un écosystème qui prend la valeur. Exactement. Mais en ne le faisant pas et en gardant ce token sur l'exchange et en le tradant, en fait, ils viennent pas apporter beaucoup de valeur à cet écosystème. Cette valeur est un petit peu tant immatérielle que temporaire. Deux points. Je vais pas tirer sur les autres, mais je vais tirer un peu de manière indirecte. C'est aussi, aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est le trading dans le milieu de la blockchain. Toutes les vidéos qu'on peut voir, tous les trucs, c'est il faut acheter là, il faut revendre là, l'avènement de tous les chartristes. Donc oui, alors vous pouvez voir qu'à ce moment-là, on est sur... Moi-même, j'étais un peu dedans, je suis passé par cette partie-là, mais ouais, c'est le moment d'acheter. Donc forcément, les gens ne sont pas sur réellement, je m'investis sur un projet. Rares sont ceux déjà qui vont réellement prendre connaissance du projet. Et je vais arriver sur mon deuxième point. Et encore moins rares sont ceux qui, après avoir pris connaissance du projet, acheté des tokens, vont réellement faire partie de la vie du projet. Parce que là, on est dans un monde qui est totalement différent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec les tokenomics, ce qu'on est en train d'expliquer aux gens, c'est que vous n'êtes plus juste des consommateurs. Vous consommez potentiellement, vous êtes potentiellement les consommateurs futurs ou les consommateurs de ce service. Mais au-delà de ça, vous allez en faire partie. Vous allez pouvoir gouverner. Ça va faire partie du quotidien et vous allez décider de l'avenir de cette boîte. Et là, on arrive sur quelque chose de totalement nouveau où avant, on était juste des consommateurs. Le consommateur final, je prends mon truc, c'est pas très compliqué, j'achète, je revends, ainsi de suite. Là, maintenant, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Est-ce que les gens sont prêts à cette complexité ? Je ne le pense pas trop, parce qu'on le voit. Pendant le bull run de 2021, l'un des tokens qui a attiré le plus l'attention et qui aujourd'hui fait toujours partie du top 10, c'est quand même un token dont le tokenomics est totalement pourri. On va parler de Dogecoin. Dogecoin, oui. Qu'est-ce que tu as à dire de ça ? Quelle est ta lecture du fait que tu as des gens qui travaillent, qui font des trucs incroyables et en réalité, les gens rentrent, en tout cas par le milieu de la blockchain, par ces tokens qui ont des fondamentaux bancals. Alors, il y a 3 points rapides par rapport à ce que tu dis, qui est très juste. Le premier, je pense qu'on n'a pas réussi en tant qu'écosystème, et là j'inclus beaucoup les tokenomics builders, à rendre sexy les mécanismes de gouvernance, de vote et d'utilisation des tokenomics. Il faut qu'on aille plus loin. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incentives qu'on ne peut pas mettre, parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Et c'est là où les identités décentralisées vont apporter beaucoup de panache
et d'attrait à ceux qui construisent des tokenomics. Parce qu'en Ouais. fait, on pourra mettre des grosses incentives parce qu'il y aura ces sécurités de on est certain que ce sont des personnes. L'identité, elle est vérifiée. Voilà. Toute la Exactement. partie KYC, elle sera déjà faite et Mm. ça applique. Ouais, Ça, totalement. c'est un des gros moyens et j'attends beaucoup des identités décentralisées pour aller plus loin dans les tokenomics qui sont vraiment ambitieuses sur la partie gouvernance, sur la partie vote, où il faut de l'incentive. Et par ailleurs, il faut que l'exécution de la gouvernance, elle soit sincère. Mm. Je ne vais pas pointer des fondations, mais il y a quelques mois, il y a une fondation qui a fait un vote. Il y a eu un non de la communauté et la Ouais. fondation a dit ah mais c'était plutôt consultatif, ça a déjà eu lieu, on a déjà vendu une partie, voilà, je pense que tu l'as en Ouais, tête, j'ai pas je besoin. vois très bien. On Voilà. va pas tirer dessus, mais oui. Donc voilà, donc il faut aussi que l'exécution de cette gouvernance elle soit très claire. Est-ce que c'est consultatif? Est-ce que c'est décisionnaire? Faut pas mentir à ses utilisateurs. Totalement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est le point qui est très important, c'est que il n'y a pas forcément que des projets qui ont des fondamentaux qui sont extrêmement solides qui réussissent à court terme. Et pour moi, le Dogecoin, le Shiba, le Pepecoin, alors c'est des anomalies sur lesquelles moi je suis pas très à l'aise parce que j'ai l'impression de ne pas construire pour ce type de cas d'usage. Mais dans le même temps, je me dis que c'est un petit peu comme le monde de l'art. Si je devais trouver un parallèle, Ouais. contrairement, on dit souvent que le monde de l'art c'est les NFT, pour moi le monde de l'art c'est vraiment ces mêmes coins. C'est-à-dire c'est une communauté qui est très restreinte, qui crée un sentiment d'appartenance, de luxe Totalement. à une communauté et qui en donne un prix très élevé. Et ce qui est intéressant, et contrairement au monde de l'art, je vais me faire beaucoup d'amis, c'est qu'on peut commencer avec un projet qui est un projet Memecoin et qui peut aller vers des fondamentaux beaucoup plus solides. Ok. Et moi, si jamais Elon Musk va jusqu'au bout de ce qu'il veut faire sur le Dogecoin, donc ça sera assez centralisé, on va pas se mentir, parce que techniquement c'est très dépassé le Dogecoin et ça apporte pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Et surtout, c'est inflationniste. Alors qu'aujourd'hui, on parle plutôt des projets de manière déflationniste. Là, on va perdre un peu des personnes parce que on parle surtout d'inflation, beaucoup d'inflation actuellement. Le dollar, le dollar, l'inflation est de 5, 10, 15%. Actuellement, on entend tout et n'importe quoi. Mais les gens déjà ne comprennent pas ce modèle, simplement pourquoi il y a de l'inflation, déjà dans notre modèle économique de base. Là maintenant, on dit à des gens que le modèle il est déflationniste. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et quand on leur dit que le modèle est déflationniste, ça veut dire que le token prend de la valeur. Ils sont, mais non, mais comment ça il peut être déflationniste, perdre, mais en même temps monter, les gens sont perdus. Comment t'expliquerais ça de manière assez simple? Ça c'est très simple, c'est qu'il peut y avoir des politiques moyen long terme. Par exemple, le Bitcoin, son inflation diminue. Donc son inflation va tendre vers zéro dans une centaine d'années. Mais pour autant, il peut perdre en valeur dès demain. C'est parce qu'il y a une stratégie monétaire de moyen long terme qui donne une tendance monétaire. Il ne faut pas dire qu'il y a des événements de liquidité et de prix à court terme. Il faut vraiment, voilà, c'est pas parce qu'une monnaie est déflationniste que tous les jours elle prend de la valeur. Et je dirais même le contraire est aussi vrai. Il peut y avoir une monnaie qui est inflationniste, donc il y a de plus en plus d'inflation, mais pourtant qui monte à court terme parce qu'il y a une grosse demande et que la production d'inflation elle est décalée dans le temps. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Moi, le deuxième sur la partie Memecoin, si tu me permets, c'est un peu les CFD dans le monde, dans le monde Web 2. C'est-à-dire que 90% des gens perdent de l'argent. C'est les personnes qui étaient les primo-accédants, qui gagnent de l'argent et qui vendent sur le dos des autres. Et surtout, ça a très peu d'utilité aujourd'hui. Donc c'est principalement un coût sur lequel il faut être positionné au bon moment, au bon endroit. Mais c'est jamais une stratégie qui est gagnante à moyen long terme pour les particuliers. Parce qu'il y a quelques coups de chance qui peuvent arriver. Mais mon conseil, c'est de les éviter au maximum. Bah après, je pense que les gens aussi sont liés à ce biais du survivant. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, lui, il a fait x100, pourquoi pas moi? Bien sûr. Et je suis... et on corrèle beaucoup, ouais, mais je suis assez intelligent pour ça. Mais c'est pas une question que d'intelligence. Je pense qu'il y a aussi une question de contrôle des émotions, plein de choses qui rentrent en compte, qui est ultra intéressante. Pour continuer un peu sur cette partie, les tokenomics. Donc, c'est quelque chose qui nous permet... Est-ce que ça nous permet d'anticiper la valeur future d'un token? À court terme, non. Ok. En fait, à court terme, la tokenomics et la valeur du token, c'est des choses qui sont assez décorrélées. Parce qu'en fait, l'impact de la tokenomics, c'est généralement quelque chose de moyen long terme. Alors, il y a des contre-exemples. Je pense par exemple au tokenomics du Binance Coin, qui est l'un des plus simples à expliquer. C'est que tous les 3 mois, Binance prend 25% de son bénéfice. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais 25% de leur bénéfice, rachètent leurs tokens et les burn. Okay. Alors, ils ont un peu changé parce qu'avant, ils rachetaient probablement sur le marché
Et aujourd'hui, ils prennent juste des tokens qui sont des tokens team et ils les burn. Donc l'impact, il est plutôt un impact psychologique qu'un impact sur le marché. Si c'est un rachat sur le marché, l'impact serait plus fort. Mais là, pour le coup, tous les 3 mois, ça crée un mécanisme qui peut avoir un effet sur le prix. Donc on a réussi à corréler les deux. Mais généralement, la tokenomics, c'est plutôt quelque chose qui vient et qui intervient au long cours. Donc c'est des stratégies qui donnent une tendance que des stratégies qui impactent à court terme le prix. Après, il y a beaucoup de psychologie dans le prix. Totalement, ouais. Dans l'établissement d'un prix, c'est d'ailleurs plutôt psychologique que rationnel. En général, la proportion dans le Web3, elle est encore plus forte, mais même dans la finance traditionnelle, le calcul des prix, il est beaucoup plus à court terme psychologique que rationnel. Et d'ailleurs, on voit les indicateurs. Et pourquoi ? Parce que l'être humain est de part irrationnel et parce que beaucoup des chiffres que l'on donne dans la finance traditionnelle sont plutôt des indicateurs qui après doivent être pris avec des convictions. Ouais. Une conviction que Tesla, il y a 5 ans, il y aura une profusion de la voiture électrique et de la batterie électrique, qu'on va aller vers ça. En fait, il faut avoir en même temps des convictions avec des chiffres et une vision qui nous paraît cohérente. Ouais. Il faut avoir l'un et l'autre. Quand on ne regarde que les chiffres, on n'est jamais le meilleur. Ouais. Et quand on regarde que la vision, on peut se tromper à court terme sur ok, cette vision était bonne, mais ce n'était pas la bonne entreprise, elle n'avait pas assez de liquidité, elle gérait assez mal sa rentabilité. C'était pas le time to market. C'était pas le time to market, etc. Okay, très bien. Donc il faut avoir un peu des deux. Il faut avoir tant des éléments de vision qui sont cohérents sur 5 ans, ou même 3 ans, et même dans la crypto, 1 an ça suffit, ça va très très vite. Et rationnellement, des chiffres des KPI qui montrent qu'il y a des choses qui sont cohérentes, tant dans le business model que dans l'attraction, etc. Et c'est ces deux ensembles qui font en sorte que le prix est le plus intéressant en termes de delta. Je vois. Pour finir un peu sur cette partie-là, avant de passer à l'autre, est-ce qu'aujourd'hui, un tokenomics peut changer en cours de vie ? Est-ce que je peux changer, je peux créer mon projet, dire c'est ça mon tokenomics, le marketer à tout le monde, et en plein milieu dire finalement, je préfère prendre plus pour moi, du coup on va changer le tokenomics. Alors, moi, je trouve que c'est plus sain de changer les tokenomics. D'accord, ok. Je vais peut-être t'étonner un peu, parce que je ne t'attendais pas à cette réponse. Mais c'est normal, la tokenomics, c'est une stratégie de business model. D'accord. Et c'est normal qu'elle évolue dans la vie d'un projet. Et je trouve ça très sain. Ouais. C'est que le projet évolue, se renforce. Ce qu'on pouvait faire techniquement il y a 2 ans, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Ou le contraire, c'est bien souvent le contraire. On ne pouvait pas faire des choses il y a 2 ans qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est très sain de changer, d'adapter et de modifier sa tokenomics. Après, est-ce que c'est pour faire des stratégies, des coûts ? Je pense par exemple à Stellar, qui avait burn 70% de ses tokens il y a 2 ans, 3 ans. C'était un gros coup parce qu'ils burnaient leur trésorerie qui était liquide. Et ça, c'est pas un changement de tokenomics. Donc après, tout dépend de à quoi ça sert. Est-ce que c'est un vrai changement parce qu'on sent qu'on n'avait pas assez incentivé tel type de population, parce que là, on avait mis un cas d'usage sur lequel ça n'a pas marché, donc on vient de changer. Ça fait sens. Moi, ce que j'exige des projets sur la partie tokenomics, c'est qu'il y a une gouvernance qui est déjà établie et que la tokenomics doit être validée par une majorité qui est une majorité plus que 51% au minimum, avec un gros quorum. Petit problème technique, mais bon, on reprend. Donc, tu étais en train de nous expliquer donc sur les tokenomics, le changement, et moi j'étais en train de parler du fait que, effectivement, le tokenomics, à partir du moment où on est en train de faire un projet, même si on doit le changer, ça reste, et c'est ça l'intérêt du Web3, c'est que ça reste visible par tous. Et on a ce devoir d'être réellement, de pouvoir montrer patte blanche un peu à notre communauté et de pouvoir leur dire, voilà, les choses changent, ou même juste leur dire que les choses vont changer. Est-ce que vous êtes d'accord que ça change ou non ? Mais donner ce pouvoir à des personnes, est-ce qu'on ne se met pas aussi dans une situation où les gens ne peuvent peut-être pas comprendre les enjeux stratégiques de la boîte, et là on redonne la décision aux gens, ils voient leur intérêt à eux, mais parfois leur intérêt à eux sur le court terme ne sera pas leur intérêt sur le long terme, et eux ils n'ont pas la vision stratégique. Comment on fait dans ce cas-là ? Mais ça, c'est l'alignement des personnes qui possèdent quelque chose à court terme, des personnes qui veulent construire à moyen long terme. C'est le problème de la finance et du monde dans sa globalité. Je prends un exemple très simple, je possède des actions de Société Générale. Moi, mon intérêt à très court terme, c'est que ça paye un maximum de dividendes et que l'action soit le plus haut possible. Et du coup, chaque réunion d'actionnaires, je milite pour un énorme dividende et une économie des coûts. Par contre, mon intérêt en tant que citoyen et en tant que jeune de moins de 30 ans, c'est qu'il y a une pérennité financière de cette banque, qu'elle ne coule pas avec
le dépôt des épargnants, Totalement. et qu'elle assure ses enjeux et ses combats sur la transition. Ok. Je pense que tu me fais une transition parfaite C'est pour la dernière partie. On se retrouve tout de suite. On est de retour. Et du coup, la transition parfaite, parce que tu as parlé jeunes de moins de 30 ans, engagement, citoyen. euh, Désolé, c'était érable, mais comment. Non, c'est Irable. Irable. Irable, l'impact citoyen, l'impact environnemental et surtout l'impact en tant que citoyen du monde, il est très présent dedans. Oui. Parle-moi un peu du Web3 et de ce que ça peut apporter et comment vous faites pour apporter en fait du changement dans le monde grâce au Web3. Alors, pour moi, le Web3, c'est l'un des prochains cas d'usage qui va naître en 2024. Mhm. Et j'en fais le pari. C'est l'engagement citoyen. Hmm. Aujourd'hui, le Web3, c'est une communauté de 20-30 000 personnes qui sont quasiment à temps plein. Mhm. Donc c'est extrêmement restreint, ça reste encore très technique. Mhm. L'accessibilité, elle n'est pas pour tout de suite et pour tout le monde. Mhm. Mais tout cela, c'est en train d'arriver. Et les deux grosses questions, c'est les wallets, l'accès aux wallets, Mhm. et l'identité. Ces deux enablers qui sont en train d'arriver, avec la partie réglementation, avec la maturité technologique, Mhm. vont permettre de faire en sorte que le Web3 va être une place de l'engagement citoyen. En tout cas, c'est mon pari. Pourquoi le Web3 c'est parfait? Parce que le Web3 permet d'animer, de gérer, de fédérer et de récompenser des micro-communautés. Ouais. Et la tendance de fond que je constate, c'est que le monde est en train de se communautariser. Mais il y a une façon, enfin c'est un mot qui est à tendance négative. Ouais. En fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Et totalement. Est-ce que c'est des communautés de passionnés autour de sport, autour de Mhm. philosophie, autour de livres, autour de n'importe quoi? Et donc en fait, c'est pas malsain de se réunir entre personnes qui partagent un même objectif, une même ambition, Mhm. une même passion pour quelque Totalement. chose. Et en fait, le moyen d'infrastructure parfait pour gérer, animer et récompenser ces micro-communautés, Mhm. c'est le Web3. Parce que le token, parce que l'incentive, parce que la gouvernance et parce que la barrière à l'entrée est très faible. Totalement. Bah, on le voit en plus actuellement dans. Et je pense que là, le time to market du Web3, il est parfait. C'est qu'il y a une prise de conscience de tout le monde du fait que c'est pas sustainable de continuer à notre modèle économique tel qu'il est. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus, donc les green tech qui prennent de plus en plus de place, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes où on est sur de l'économie incitative. On le voit, moi quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine, il suffisait que je dise, voilà, bah, dans ce fonds-là, c'est un fonds ERG, c'est un fonds vert, c'est un fonds avec donc de l'impact. Tout de suite, ça a orienté les gens vers cette partie-là. Donc il y a de la conscience, et il y a de la conscience aussi des gens qui vont placer leur argent. Et ça, c'est un petit point. Petite parenthèse, est-ce que tu as eu la même lecture que moi? Mais moi, je me suis rendu compte il y a quelques années avec GameStop. GameStop, pour moi, c'était la première manifestation économique réussie au monde. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors moi, j'ai beaucoup suivi GameStop. Ouais. Évidemment, en tant que gamer et en tant que geek, ça m'a beaucoup parlé. Ouais, ouais. Et ce côté un peu David contre Goliath, où plein de personnes individuelles peuvent faire plier un fonds, Ouais, et pas n'importe quel fonds. totalement. Voilà, symboliquement, ça m'a fait très plaisir. Ouais. J'étais presque déçu que finalement le Web3 a eu très peu de rôle et d'impact par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Et si jamais l'action GameStop avait été tokenisée et mise sur des blockchains, Ouais. je pense que si on avait pu shorter avec de l'Ether et du Bitcoin Ouais, ça aurait été encore pire. sur le fond, Ouais. et qu'on aurait pu soutenir l'action GameStop en achetant massivement avec des Bitcoins et des Ether, Ouais. voilà. Bah, d'autant plus que ça a été la frénésie a été arrêtée parce que bah, des choses comme Robinhood ont dû fermer. Et c'est là où le côté centralisé, on en voit la limite. Exactement. C'est que si ça aurait été dans un univers totalement décentralisé, on serait encore allé beaucoup plus loin. Oui. Mais étant donné qu'on était dans un univers centralisé et que Robinhood devait répondre à des obligations normales en tant qu'entreprise, Oui. bah, ils se sont retrouvés à devoir fermer
la possibilité de faire des trades là-dessus. Et forcément, ça refait chuter un peu le tout. Mais ils ont empêché la partie vente. Ouais. Enfin, moi, j'ai un peu regardé. C'est pas très clair de pourquoi c'était pas une obligation réglementaire. C'est bon, je vais pas faire d'un peu théorie du complot, mais on sait pas exactement pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là, en sachant qu'ils avaient quand même un intérêt financier à le faire, parce qu'ils étaient très liés à Stadel, parce que Stadel leur garantissait des revenus. T'as vu sur Netflix ? La série Netflix est très bien. Ouais, elle est super bien expliquée. Je vous conseille d'aller regarder la série Netflix pour mieux comprendre un peu ça. Mais au final, ouais, c'est une nouvelle dimension qui a été apportée. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à une ère où le Web3 va réellement permettre ça. Parce qu'on se rend compte, il y a énormément de gens qui sont dans la rue. Là, on est sur la partie retraite. Il y a toutes ces choses-là. Et je crois que mardi, il va y avoir des manifestations encore, en tout cas des grèves et autres. En fait, si les gens comprenaient qu'ils peuvent réellement avoir un impact et réellement choisir et orienter le monde de demain qu'ils veulent en choisissant où est-ce qu'ils placent leur argent, ils se rendraient compte, en fait, le vrai pouvoir, il est là. Au lieu d'aller manifester, j'ai juste à dire, je place là. Et après, il faut quand même qu'il y ait cette possibilité de le faire. Et aujourd'hui, vous, sur des projets impact, est-ce que tu veux me parler des projets impact que vous faites ? Oui. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ça ? Et comment vous arrivez à permettre aux gens d'avoir un impact juste en épargnant ? De façon très simple. La blockchain, c'est la transparence. Et donc, c'est la vision des flux financiers et comment ils s'orientent. Donc, c'est son orientation. Et 3, c'est l'incitation. Et ce que la blockchain permet, c'est finalement l'exécution visible, transparente et sécurisée du déploiement de moyens pour des causes. Je prends un exemple très simple. On prend aujourd'hui la population de tous les plus de 18 ans en France et on va dire qu'on prend 10% de cette masse de personnes et on dit à chacune de ces personnes de mettre 50 € en crypto qui vont ensemble dans une DAO où il y a un vote pour financer des choses dans l'écosystème. En fait, la puissance et la manne financière que ça représenterait, elle est extrêmement importante. Et donc moi, quelque chose sur lequel je crois beaucoup, c'est le fait de la réunification du petit effort de chacun, de la petite noisette, du petit sou finalement, qui cumulés ensemble dans une organisation qui est décentralisée avec des barrières de sécurité, sur lequel la blockchain est la bonne infrastructure, donne une puissance financière qui pourra concurrencer des établissements des établissements qui sont régulés et sécurisés. La force revient au peuple. C'est une forme de compétition, parce que ce sera une compétition qui sera très soutenue, de quelle est la meilleure proposition de valeur, quelle est la meilleure DAO, quel est le meilleur fonds de placement décentralisé. Et donc on sera beaucoup plus challenging que ce qu'on a aujourd'hui sur les assurances-vie par exemple, ou ces produits financiers qui sont pourris, tu le sais très bien. Et deuxièmement, il y aura aussi ces incentives que va offrir le Web3 avec la gouvernance et l'exécution des décisions qui sont prises. Et si ce n'est pas le cas, ils peuvent juste retirer leur argent et le mettre dans un autre DAO qui est porté par une autre équipe qui propose ces autres combats. Donc ça, ce modèle-là, moi j'appelle ça des coopératives décentralisées. Je crois beaucoup à l'établissement de ce type d'infrastructures qui vont permettre de reprendre une partie du pouvoir qu'on a trop donné au monde financier. Je vois. Ok. Du coup, pour fermer la boucle, aujourd'hui, vous permettez réellement d'avoir un impact et donc de faire de l'économie solidaire, sociale et environnementale. La blockchain devrait aller plus vers ces cas d'usage et avec eRebel, on attaque plutôt les cas d'usage environnementaux. Parce que c'est les cas d'usage qui nous semblaient les plus éloignés du Web3 par rapport à ce qui était traité. Mais les cas d'usage sociaux, pour moi, la DeFi, finalement, c'est un des moyens les plus simples de rendre accessible, juste et transparente pour tous la finance, bientôt l'identité. Et ça va être une des plus grandes résolutions sociales qu'on va avoir. Et c'est peut-être l'une des réponses qu'on a à cette crise de confiance démocratique qu'on connaît, et surtout en Europe. C'est parfait. Merci beaucoup pour ça. Dans un des prochains épisodes, on va avoir un invité très spécial qui va nous parler de cette thématique. Donc, restez branchés. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous, Adrien. Et à très bientôt. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h
En attendant, n'hésite pas à consommer nos Snack Podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.